Donc bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette deuxième conférence européenne. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de participer à tous ces échanges. Alors, je me suis fixé deux ambitions pour cette présentation. Tout d'abord, pouvoir gérer mon stress. Sinon, je me dis que l'équipe de l'ARCA est là. Si jamais il faut faire une petite régulation émotionnelle en direct, voilà, je suis preneuse. Et alors, ma deuxième ambition, c'est de ne pas vous endormir, puisqu'on est quand même dans une phase de digestion. Voilà. Alors mon intérêt pour la justice restaurative est double. D'une part parce que je suis amenée en fait à rencontrer des mineurs mais aussi des adultes qui ont été concernés par une mesure de justice restaurative à un moment donné. Donc j'insiste bien sur le terme de mesure et pas de processus ou de démarche dans ce cas-ci. Ou alors des personnes pour lesquelles une modalité restaurative est envisagée soit conjointement ou a posteriori du suivi thérapeutique que je peux leur proposer. Alors, penser la réhabilitation et la justice restaurative, je pense, revêt un certain intérêt. Et donc, lors de cette présentation, je vais vraiment essayer de tisser des ponts entre la justice restaurative et la réhabilitation versus Good Life Model. Peut-être aussi vous préciser que je n'interviens pas ici en tant qu'expert des questions de justice restaurative. Je suis attachée au groupe Antigone qui dépend du service de psychotraumatisme et psychologie légale à l'Université de Liège. Et le groupe Antigone a cette spécificité en fait de traduire les concepts qui guident le Good Life Model et d'adapter les différents outils à plusieurs publics. Donc le Good Life Model au départ concernait spécifiquement les auteurs de délinquance sexuelle et puis il a été étendu à d'autres publics, le public concerné par des violences domestiques, mais aussi les adolescents avec Bobby Print en Nouvelle-Zélande, aussi le public psychiatrique avec Marie Barnao, et donc on voit vraiment toute une série d'adaptations comme ça qui voient le jour. En Belgique, notamment, on a le service des marronniers, qui est un hôpital psychiatrique, qui, suite à une formation, s'est vraiment approprié tous les outils du GLM et a pu constater différents effets positifs, notamment au niveau de l'implication dans la prise en charge. Et c'est surtout de ça que je vais vous parler aujourd'hui, des différents facteurs qui peuvent favoriser une dynamique de changement et favoriser l'engagement dans le traitement. Donc la question qui va traverser cette présentation, c'est vraiment quel apport du Good Life Model dans le contexte légal des mesures de justice restaurative. Il y a un petit souci. Je ne sais pas pourquoi les slides... Non. Voilà, merci. Donc, dans ce contexte légal de prévention de la récidive et des mesures de justice restaurative. Donc, ce contexte légal de prévention de la récidive qui est surtout ici en France, je pense, celui du RNR qui a été développé par Andrew Sebonta début des années 90 et qui concerne vraiment le modèle du risque, besoin, réceptivité. Au niveau... Ah, pardon. Merci. Donc au niveau de la Belgique, en fait, dans l'ensemble des services qui assurent l'opérationnalisation des mesures socio-judiciaires, les dispositifs actuels mettent toujours vraiment la priorité sur le développement d'une responsabilisation de l'auteur, vraiment en vue de lui inculquer les règles de vie en société et de le rendre conscient des conséquences dommageables pour les victimes. En tout cas, dans le contexte protectionnel de la jeunesse, c'est encore beaucoup le cas actuellement. On est dans une perspective holistique de la restauration qui a pour préoccupation donc la réparation des préjudices individuels, relationnels et sociaux qui sont causés par le délit en maintenant un espace respectueux et sécurisant pour chacun des protagonistes.
Alors il y a une réalité qui persiste malgré tout, en tout cas chez nous en Belgique, c'est que, comme je viens de vous le dire, la responsabilité repose avant tout sur les épaules du contrevenant. Et donc avec le Good Life Model, je vais vraiment vous inviter à déplacer le curseur de la responsabilité qui repose avant tout sur les épaules du contrevenant sur les épaules aussi des intervenants psychosociaux. C'est vraiment là un des grands apports du Good Life Model. Alors j'ai relevé différents écueils possibles en fait au cadre d'intervention actuelle, en tout cas des écueils qui nous sont que nous observons de par notre pratique ou qui nous sont ramenés par les différents intervenants socio-judiciaires. Et le premier écueil, c'est vraiment une position inconfortable de l'intervenant qui a des difficultés à pouvoir conjuguer l'intérêt de la victime, de l'auteur, mais aussi de la communauté. Alors, on voit différentes conséquences possibles à cette posture professionnelle. C'est tout d'abord ce qu'on peut observer, en tout cas au niveau des auteurs, un effet d'internalisation de la honte. Donc là où les intervenants vont vraiment favoriser une reconnaissance des faits, on peut constater que chez les auteurs, plutôt que d'être voilà, vraiment dans une honte qui va être plus porteuse et plus réintégrative, on va vraiment être dans une stigmatisation. Ce qu'on peut observer aussi, c'est la rigidification des mécanismes de défense et donc cette non-reconnaissance aussi des faits qui se voit encore trop souvent exclure les auteurs des différents programmes de traitement. Cible de traitement qui reste encore actuellement vraiment au nom de la prévention de la récidive. Et là, on se rend compte qu'il y a vraiment une méprise, par exemple en délinquance sexuelle principalement. Donc, on se rend compte que les cibles de traitement qui visent avant tout la reconnaissance des faits, le développement d'une empathie pour la victime et la motivation au traitement ne sont pas du tout corrélées à une réduction du risque de récidive. Et donc, c'est sur ces aspects-là, entre autres, que je voudrais attirer votre attention. Je voudrais revenir au slide précédent. Voilà. Donc l'hypothèse est que participer au développement du bien-être de l'auteur, vraiment en soutenant la création de vie sociale significative, peut vraiment constituer une voie potentielle de réduction de la récidive. Donc c'est quelque chose vraiment qui a été développé par Andrews et Bonta et qui contribue au processus plus large restauratif de l'ensemble des protagonistes. Alors à ce titre-là, M. Walgrave disait il y a quelques années d'ici que le GLM par rapport au modèle du risque besoin-réceptivité était plus enclin de favoriser une dynamique de justice restaurative de par sa centration justement sur le développement des besoins de la personne, mais aussi par rapport à sa perspective très écologique qui va vraiment tenir compte des différents systèmes qui gravitent autour de l'auteur. Donc la question c'est la justice restaurative, on peut se demander est-ce que c'est un bonus, un effet secondaire, une cerise sur le gâteau ou un préalable ou une suite logique de la réhabilitation. C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser. Le GLM, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, donc de quoi s'agit-il? Donc c'est vraiment un modèle de réhabilitation humaniste, positiviste et écologique qui est centré avant tout sur l'identification des besoins de la personne et le développement des ressources internes, mais aussi externes. Alors le Good Life Model a été développé début des années 90 par Tony Ward dans les pays anglo-saxons. Il faut savoir aussi qu'en 2010, il y avait 30% des programmes de traitement nord-américains qui s'inspiraient du GLM. Et il est né d'un certain nombre de critiques qui ont été adressées au RNR. Donc certains disent que c'est un modèle qui le remplace, certains disent que voilà, c'est vraiment dans le prolongement.
Au niveau des critiques du RNR, la principale, c'était notamment de dire que les principes du RNR ne favorisaient pas nécessairement l'implication et le maintien dans le traitement. Or, on sait que il vaut mieux ne pas commencer un traitement plutôt que de l'abandonner, puisque abandonner un traitement, ça précipite vraiment les risques de récidive. Selon Ward, le Good Life Model est vraiment un modèle de réhabilitation à part entière. Pourquoi? Parce qu'il va proposer vraiment un modèle étiologique spécifique et multifactoriel, non seulement du comportement délinquant, mais aussi du comportement désistant. Donc, c'est-à-dire les différents facteurs qui vont pouvoir permettre un abandon progressif du comportement délinquant. C'est un modèle de réhabilitation aussi parce qu'il y a toute une série de principes généraux, d'hypothèses, de valeurs qui sous-tendent les principes, mais aussi des objectifs qui vont guider le clinicien dans toutes les étapes de la prise en charge. Alors là, souvent, où on se rend compte que les équipes s'affrontent en réunion d'équipe parce que chacun va défendre un peu l'idéologie liée à l'obédience à laquelle il appartient. Et je ne sais pas, en tout cas, dans ma pratique, j'ai souvent été confrontée à ça et où finalement, au bout de la réunion, on se rend compte que c'est plus vraiment le patient qui est au cœur de nos préoccupations, mais qu'on est tous en train de défendre notre point de vue. Eh bien, le GLM va vraiment permettre, autour de ces principes et de ces différents outils, de ramener un cadre conceptuel clair, mais aussi des outils très opérationnels, pour avoir finalement un discours commun, parce que ce qui revient aussi souvent des auteurs, c'est que quand on est dans le cadre d'une pratique pluridisciplinaire, ils sont confrontés à différents discours et c'est difficile pour eux du coup de s'y retrouver. Tandis qu'ici, on va vraiment participer à la définition d'un plan de vie de la personne et chaque intervenant va vraiment avoir un rôle spécifique à jouer en fonction de ses compétences. Dans le Good Life Model, mais aussi c'est le cas dans la justice restaurative, la porte d'entrée dans le travail n'est pas les raisons qui ont poussé au passage à l'acte, la nature exacte des faits, le manque ou l'absence de reconnaissance, mais bien la rencontre. Et donc on va vraiment mettre le focus sur les conditions d'une rencontre optimale. Pour ce faire, donc, on a vraiment toute une série d'outils qui vont servir de médias dans la relation, mais aussi de levier dans le processus thérapeutique. Donc, je vous l'ai dit, le GLM est défini par un ensemble de principes généraux. On n'a pas le temps aujourd'hui de les développer tous, donc je me centre vraiment sur les principaux. Donc, on nous dit qu'en tant qu'être humain, et comme tout être humain, l'auteur, en fait, va tenter d'acquérir des bonnes choses en soi, qu'on appelle primary goods. Et donc, ces bonnes choses en soi émanent de besoins humains de base et sont soit des activités, des dispositions d'esprit, des situations, des expériences, des caractéristiques qui vont vraiment être susceptibles d'augmenter le bien-être de la personne s'ils sont atteints. Donc on se centre vraiment sur le bien-être de la personne et sur ses besoins fondamentaux. Ward a répertorié 11 besoins. Je ne vais pas tous les détailler avec vous, mais comme vous voyez, on est vraiment dans une perspective assez globale, donc qui vont des besoins en termes de savoir, d'accomplissement personnel, dans le travail, des besoins d'autonomie, d'appartenance à une communauté, de spiritualité, de créativité et de bonheur. Donc vous allez dire, oui, c'est un peu peut-être enfermant cette grille des besoins. Donc ça sert vraiment de point de repère et ce n'est pas du tout dans l'optique de proposer une vision universelle de ce que devraient être les besoins en se disant que chaque individu a à développer l'ensemble de ses besoins. Non.
À côté des besoins primaires, nous avons les besoins secondaires qui, eux, vont constituer vraiment dans l'optique GLM les moyens concrets de répondre aux besoins primaires. Et ils vont prendre la forme de buts à atteindre. Donc, par exemple, on va se dire que le fait de suivre une formation, ça peut être un besoin secondaire, mais qui va répondre vraiment différemment en fonction de la personne que l'on a en face de soi. Donc, pour certains, ça va être le fait de s'accomplir dans le travail. Pour d'autres, ça va être la stimulation intellectuelle, ou pour d'autres, le fait de développer des relations. Donc il y a vraiment chaque fois une approche très singulière et individualisée. Le délinquant est donc vu comme un être humain qui, comme ses pairs, tend à atteindre un état de bien-être psychologique via la satisfaction de certains besoins humains fondamentaux. Ce qui contraste un peu avec le fait de se dire que, par exemple, pour les auteurs d'infractions à caractère sexuel, on est face systématiquement à des psychopathes pervers. Voilà. Ouf. Voilà. Alors, chez les délinquants, le délit dans le Good Life Model n'est pas une fin en soi, mais vraiment un moyen inadapté de parvenir à satisfaire des besoins humains fondamentaux. On a deux visées dans le GLM. Donc, contrairement au RNR qui, lui, va d'abord viser la prévention de la récidive, dans le Good Life Model, on va inciter tout d'abord à l'acquisition de ressources internes et externes, avec en corollaire la réduction de la récidive, mais qui sera vraiment vue comme un effet de cette centration première sur le développement des besoins de la personne. Donc, il y a vraiment une inversion logique où là, dans la prévention de la récidive, le délinquant utilise des moyens efficaces pour satisfaire des besoins déviants. Dans la logique GLM, le délinquant utilise des moyens inefficaces pour satisfaire des besoins normaux. On a 4 lignes directrices en fait dans la pratique GLM. On va s'attacher dans les différents outils proposés à pondérer les besoins primaires. On va vraiment s'intéresser à identifier le poids qu'accorde le délinquant à chacun des besoins primaires. On va identifier les objectifs et les valeurs qui sous-tendent les actions, en ce compris la délinquance. Et on va formuler des besoins secondaires et élaborer un Good Life Plan, donc un plan de vie satisfaisant. Que ce soit dans la justice restaurative ou dans la réhabilitation, on peut se dire que la question de l'engagement est centrale. Tout d'abord, l'engagement de toutes les parties dans cette démarche de justice restaurative, l'engagement de l'auteur à ne pas faire de nouvelles victimes, ce qui est quand même une des attentes formulées par la majorité des victimes, et enfin, l'engagement aussi de l'ensemble des intervenants et de la communauté. Alors, je vous invite peut-être un peu à nous intéresser à tout ce qui est théorie du readiness to change, donc de se dire que aussi bien dans la justice restaurative que dans la réhabilitation, il y a à créer vraiment des conditions de changement. Alors là, on peut se rendre compte qu'il y a vraiment différentes étapes à tenir en considération, donc avant, pendant et après le traitement. Avant le traitement, on va vraiment partir d'un accord minimal de l'auteur à rencontrer l'intervenant, quelles que soient les raisons. Et donc, ce ne sera pas le travail spécifique sur les actes, mais vraiment n'importe quelle raison qui suffise à cette rencontre. Dans la littérature, cette accessibilité au traitement est définie comme étant la présence de caractéristiques qui sont des états, des dispositions dans le chef de l'auteur, mais aussi de la situation thérapeutique, qui vont être susceptibles de promouvoir un engagement dans la thérapie et donc l'amélioration d'aptitudes générales au changement.
Pendant le traitement, on va s'intéresser à la satisfaction du délinquant par rapport au traitement qui dépend elle-même de l'implication du thérapeute. Et donc là, il y a plusieurs auteurs qui s'intéressent à cette question, ce lien entre satisfaction du délinquant, application du thérapeute. On a vu ça notamment au Canada avec le programme PETRAS, donc une unité dans laquelle travaille André McKibben, où ils se sont vraiment intéressés à créer un questionnaire qui visait vraiment à pouvoir situer la satisfaction du délinquant dans le traitement via différents indicateurs et aussi à pouvoir réguler le contenu du programme en fonction du retour des délinquants. Et ils ont pu observer qu'il y avait vraiment des liens évidents entre la satisfaction du délinquant dans le processus de prise en charge, son implication et donc l'inscription dans un processus de désistance. On va aussi s'atteler à être vraiment dans une logique de co-construction intervenant-délinquant du plan de traitement où on va partir d'un accord sur les buts, les objectifs et les besoins de l'auteur. Le point de départ, que ce soit dans la prise en charge GLM avec les adolescents ou avec les adultes, c'est vraiment la définition du problème. Donc au-delà du libellé juridique, par exemple de ce qui est repris dans l'ordonnance de placement, ou dans ce qui est repris légalement, on va vraiment laisser ça de côté et plus s'intéresser à la définition que la personne donne elle-même de ses difficultés. Et donc le thérapeute et l'auteur travaillent ensemble pour définir le problème et travailler à l'élaboration d'un plan d'intervention qui est alors vraiment perçu comme non confrontant et tout à fait collaboratif. Ensuite, on nous dit aussi que c'est de la réalité de l'intervenant d'adapter le traitement aux besoins des usagers pour leur permettre d'aller jusqu'au dit traitement, puisque là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment un effet négatif au niveau de la récidive si on ne rassemble pas les conditions pour permettre à la personne d'aller jusqu'au bout du traitement. Donc le changement est vraiment considéré comme un processus vraiment global, riche, mais aussi tout à fait dynamique. Alors, que peut-on retenir de notre responsabilité dans le processus de désistance ? Eh bien, qu'il y a vraiment un lien, comme je viens de vous le dire, entre la satisfaction de l'auteur et l'implication du thérapeute, qu'on a peut-être à repenser cette responsabilité dans la démarche de justice restaurative et dans le processus plus large de désistance, qui ne doit pas être défini comme quelque chose de linéaire, mais vraiment de très dynamique. Qu'on a peut-être aussi à nous outiller pour favoriser la sortie d'une identité négative, créer, inventer des opportunités de réinventer des identités positives. Là, je pense notamment à une expérience qu'on a menée en milieu carcéral avec des auteurs de violences domestiques, donc où les supports étaient vraiment GLM. Et en fait, un détenu notamment qui me disait que c'était la première fois qu'on s'intéressait à la manière dont il vivait et appréhendait les visites médiatisées avec ses enfants et avec sa compagne, en disant mais finalement c'est la première fois qu'on m'offre un espace pour pouvoir m'exprimer sur mon vécu, sur la manière dont je vis mon rôle de père qui est totalement mis de côté pour le moment. C'est ma femme qui a le pouvoir, c'est elle qui règle les conflits qui peuvent survenir, et donc prenant conscience là finalement de cette identité très pratique, cette identité négative qu'il percevait et de son impact donc au niveau de la dynamique conjugale, voire de la réitération de faits de délinquance. Et donc, dans le GLM, les identités pratiques, les identités positives sont revenues à l'avant-plan. Ça, vous avez déjà pu bien vous en rendre compte avec les différents outils présentés par l'ARCA.
Donc on va aussi susciter l'espoir et le sentiment d'efficacité. Dans les approches traditionnelles, on se rend compte qu'on est surtout porté sur le passé, on l'a dit tout à l'heure aussi dans une autre intervention, et que la priorité doit être ramenée sur l'ici et maintenant, en se disant, voilà, par exemple, un auteur de pédophilie qui a pris 15 ans, la question de son bien-être et de ses besoins ne se pose pas uniquement pour l'après-incarcération, mais vraiment est à repenser aussi pendant la période d'enfermement. Donc ce sentiment d'espoir et d'efficacité qui sont aussi directement corrélés au processus de désistance. Les facteurs protecteurs aussi sur lesquels on va plus mettre l'accent par rapport aux facteurs de risque et qui vont être utiles pour nous orienter dans la définition d'un plan de traitement et surtout améliorer la relation détenu-thérapeute et améliorer la satisfaction du thérapeute lui-même. Donc tout à l'heure je vous disais qu'à Tournai, donc à l'hôpital psychiatrique, l'unité fermée de défense sociale qui accueille des délinquants sexuels, ils ont implémenté le GLM et donc ce qu'ils ont pu observer, il y avait deux effets principaux. Le premier, c'était une réduction des absences des membres du personnel qui relevait une satisfaction augmentée dans leur travail. Et deuxièmement, une augmentation des sorties, des permissions de sortie pour des personnes qui étaient enfermées depuis de nombreuses années avec pas de constat de récidive. Donc c'était les deux effets positifs identifiés. Une approche qui est avant tout centrée sur la personne et pas sur le passage à l'acte et les dimensions de respect et d'équité qui sont en lien avec les comportements de récidive. Donc là, il y a une étude qui a été menée en Hollande ici récemment. C'est vrai que la Hollande a déjà un système qui est plus humanisant que dans d'autres pays, mais on a relevé vraiment que les dimensions, la perception d'être respecté et avec et cette perception d'équité dans les différentes phases de la procédure judiciaire avait vraiment un effet direct sur les comportements de récidive. Ou dans cette étude-là, c'était dans les 18 mois qui suivaient la sortie, on se rendait compte qu'il n'y avait pas eu de nouvelles réinterpellations. Donc voilà, même si c'est une étude à petite échelle, elle mérite néanmoins d'être relevée. Alors pour la période donc après traitement, donc la sortie de l'incarcération ou du placement pour les mineurs, on est vraiment centré sur cette importance du maintien dans la durée, en se disant là il faut faire attention de ne pas placer les personnes dans un test d'endurance où finalement elles vont se maintenir dans ce processus de désistance, mais avec un coût considérable au niveau de leur estime d'elles-mêmes et de la dignité, parce que ce n'est pas en lien vraiment avec la définition de ce que pourrait être pour eux leur bien-être et la définition de besoins. Une autre dimension importante, c'est la confirmation par la société de cette nouvelle identité qui a tout son sens et qui va permettre une désistance validée et confirmée. Différentes études aussi, notamment celle de McNeil, qui mettait en évidence que les interventions doivent concerner l'auteur et ses difficultés perçues, mais aussi intégrer la reconnaissance des différents contextes qui sont autour de la personne. Donc on est vraiment revenu à une perception du sujet par rapport à la définition de ses difficultés qui va permettre vraiment dans cette construction thérapeute-auteur une attitude d'écoute, d'ouverture et vraiment participer donc plus largement à l'engagement à nouveau dans le processus thérapeutique. Donc le GLM n'est pas un type de prise en charge passe-partout, mais il est vraiment utile, comme je vous l'ai dit, pour guider les interventions et les différentes étapes de la prise en charge, en fonction des circonstances de la personne, mais aussi de son environnement. Donc on va vraiment impliquer les différentes personnes qui gravitent autour de l'auteur, mais aussi on va vraiment engager les intervenants socio-judiciaires
qui auront une responsabilité déterminée dans les buts à atteindre de la personne. Et donc, l'auteur va pouvoir ramener lors des réunions, par exemple, ah ben tiens, tel intervenant avait telle démarche à faire avec moi, il ne s'est pas manifesté, voilà, ça n'a pas avancé dans la définition de mon plan de vie. Donc là, il y a vraiment une responsabilité qui est partagée. En se concentrant sur les moyens individualisés et réalistes, le GLM se définit comme un cadre conceptuel donc, qui assure des conditions pour le développement d'un plan concret de réhabilitation globale. Et il ne constitue pas un modèle autonome, mais est vraiment tributaire de l'utilisation des différents outils techniques, modèles qui sont inhérents aux différents services. Donc en conclusion, je dirais qu'avant de penser le lien restauratif vis-à-vis de la société, il y a peut-être à repenser aussi la restauration du sujet vis-à-vis de lui-même, donc de lui permettre, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, de se reconnecter à son vécu émotionnel, à ses territoires internes, avant de pouvoir envisager le territoire de l'autre. Que la justice restaurative doit coexister au sein d'un cadre souple et flexible qui permette des réponses plurielles, mais aussi individualisées. Donc la justice restaurative, est-ce que c'est un déclencheur, un tremplin vers un désistement, un programme de réhabilitation? Là, je reprendrai une citation donc, de Robinson et Chaplan qui disait que la justice restaurative peut vraiment être envisagée comme un déclencheur potentiellement significatif dans un voyage vers la désistance. Mais j'ai aussi envie d'attirer votre attention sur le fait que parfois ça peut être une mesure anticipée qui du coup est dénuée de son sens pour la personne quand elle n'est pas intégrée dans un processus global. Enfin voilà, j'ai déjà eu l'occasion de le vivre pour des adolescents qui n'ont pas pu bénéficier d'un dispositif thérapeutique et qui se voient proposer par le juge de la jeunesse une mesure de restauration. Parfois, ils arrivent en consultation parce que les parents, par exemple, sont porteurs de la demande en se disant mais tiens, mon fils, il s'est senti perdu dans ce qui lui a été proposé. Il n'a pas vraiment compris le sens pour lui et il reste toujours avec ses préoccupations et avec son mal-être. Donc il y a vraiment une vigilance éthique aussi à ne pas instrumentaliser, je pense, la réhabilitation aux seules fins de soutenir la justice restaurative. Voilà, je vous remercie pour votre attention.